après la pandémie de ces 2020, on recommence avec les interviews et on a le plaisir et l'honneur d'interviewer aujourd'hui la clinique de l'œil. La clinique de l'œil, c'est le docteur Beauvais, fondateur de cette institution très importante, il y a déjà 30 ans, et son savoir-faire, il a permis de positionner, à part la centrale ici on est, encore 10 centres dans le canton de Genève. Il occupe 50 médecins et plus de collaborateurs très qualifiés. Il traite 40 000, il a traité 40 000 traitements pour la clinique, par an, la clinique, et cette clinique elle est certifiée ISO. Ça c'est ce qui regarde le docteur Beauvais. Monsieur Pérez, qui est le directeur de la clinique de l'œil, il est né en Espagne, après avoir fait des écoles à Lausanne. Il a été licencié en gestion d'entreprise. Il a quand même 10 ans, il a fait 10 ans de contrôle d'entreprise et 30 ans de la gestion dans le domaine médical. Les 11 dernières années, il a mis à disposition ses compétences pour la clinique de l'œil. Et après, on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. On commence avec le docteur Beauvais. Bonjour, docteur Beauvais. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Les fois, on s'est vu. Ça va revenir. Oui, ça va revenir. Grâce au vaccin. Après ces chiffres que j'ai cités, dans la 40 000 traitements par an, c'est quand même quelque chose. 10 centres dans le canton de Genève, à part la centrale ici à Onay. L'évolution de la clinique de l'œil, c'est un exemple flagrant, surtout sur le domaine de la cataracte. Qu'est-ce qui s'est changé de 30 ans à maintenant? On va essayer de résumer le problème peut-être. Effectivement, il y a 30 ans, quand je suis sorti de l'hôpital comme chef de clinique, on gardait facilement les patients 5 jours à l'hôpital. Et quand on a ouvert avec le docteur Jean-Marc Baumgartner en 1989 à peu près, on a commencé à faire de la chirurgie ambulatoire. Donc c'était un immense saut dans l'inconnu, en tout cas pour l'Europe et pour Genève et pour la Suisse. Donc on a commencé à faire les premières chirurgies de la cataracte en ambulatoire. On avait une trouille monstre. On avait l'exemple des États-Unis qui étaient quand même avant nous. Mais le patient ressortait le jour même. Et petit à petit, on n'a pas tous les jours une amélioration, mais à peu près tous les 3-4 mois, on a eu une amélioration. On est passé de l'extracapsulaire à la phacoémulsification, et puis en faisant des incisions de plus en plus petites, avec une réussite de mieux en mieux pour le patient, c'est-à-dire qu'il voit plus rapidement, il voit mieux de loin et de près. Et en 30 ans, je dois dire qu'on n'a pas chômé, on ne s'est pas ennuyé. Et les patients d'il y a 30 ans par rapport à maintenant, il y a une énorme évolution. Bien, et à propos de plus ou moins la même question, M. Pérez, la clinique de l'œil, c'est évident, il a eu une évolution. Mais vous pouvez nous parler de l'évolution de la clinique de l'œil dans les dernières 10 années? Bien, bonsoir. Alors, effectivement, moi j'ai commencé en mars 2011 à la clinique de l'œil. À l'époque, il y avait plus ou moins 23 000 patients annuels. Maintenant, on a pratiquement doublé. C'est les chiffres que vous avez dit avant. À l'époque, il y avait aussi que 2 jours et demi d'opération par semaine, c'est-à-dire mardi, mercredi et quelquefois le vendredi. Aujourd'hui, on opère tous les jours. Donc du lundi au vendredi, il y a tous les jours des opérations qui se font à la clinique de l'œil. Bien sûr, tout ça a fait qu'on a grandi. On a grandi d'abord à l'étage au-dessus, on a grandi sur cet étage.
On a eu besoin de plus de personnel. Donc en 10 ans, on a à peu près 15-16 personnes en plus qu'en 2011. Bien sûr, plus de médecins, plus de secrétaires médicaux, plus de box pour consulter. Ce qui fait que tout ça a fait qu'on a beaucoup grossi. Entre autres, ça a permis aussi de pouvoir aller être plus près des patients en ouvrant des satellites. On a commencé avec Carouge, après on a suivi avec la Servette, et après on n'a pas arrêté pratiquement toutes les années. On ouvrait 1 ou 2 centres pour arriver aux 10 que vous avez aussi nommés auparavant. Vous avez aussi dit qu'on a fait les normes ISO 9001-2008, puis après 2015, ce qui nous a permis aussi de standardiser certaines procédures au niveau des accès, disons, pour les patients, d'être vigilant, disons, avec ce qu'il faut faire. Et puis, on a aussi, pendant toute cette période-là, fait former des médecins assistants. Parce qu'on est aussi une clinique C, formatrice de médecins assistants et de chefs de clinique. Pendant cette période, on a formé une dizaine de médecins assistants et un peu moins de chefs de clinique. Mais si on veut assurer la relève pour demain, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que les nouveaux apprennent et puis qu'après ils vont remplacer les anciens. Voilà. À part ça, pendant ces 10 années, on a aussi fait un magazine interne qui s'appelait Ono News. Je dis bien il s'appelait parce qu'avec la pandémie, on a dû tout retirer pour qu'il n'y ait rien dans les salles d'attente et du coup, on n'a plus rien publié. On s'est arrêté sec avec la pandémie. Mais on trouvait des tas d'articles qui expliquaient, entre autres, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a comme maladie, au niveau de l'ophtalmologie, etc. Et aussi, pendant ces 10 ans, last, mais pas les moindres, c'est la participation et ce qu'on a pu faire au niveau des événements avec la SAIG. Voilà. Et ça, je ne vais pas vous répéter ce que vous savez déjà. Merci. Docteur Bobet, cette question, c'est très intéressant au niveau enfant. Quel avenir prévoyez-vous dans le domaine de l'ophtalmologie, dans le monde avec les sociales, ces sociales qui n'arrêtent pas de remonter, les smartphones que maintenant même chez les enfants on le voit justement chez les jeunes et même les adultes. Alors effectivement, c'est un tout gros problème, un très gros challenge. On voit que en Asie, déjà quand il y a eu la pandémie du Covid, ils avaient tous le masque 8 mois avant nous et on rigolait. Maintenant, on a tous un masque. Et chez eux, ils ont effectivement une épidémie de myopie chez les enfants. Donc, les enfants, du fait, on pense, on n'est pas complètement sûr, mais du fait qu'ils travaillent de près et qu'ils jouent avec un écran de près, on pense que c'est une partie de la myopie. D'autre part, s'ils restent à la maison en train de jouer au smartphone, etc., on pense que ça induit une myopie et surtout que si un enfant commence à être myope, il va devenir de plus en plus myope. Et ça, ce n'est pas du tout à l'âge scolaire qu'il faut les voir. Il faut les voir quand ils ont déjà 8 mois, une année. On peut commencer à les voir, surtout si les parents sont myopes. Il y a une partie qui est génétique. Mais ensuite, on a, grâce à toutes ces études qui ont été faites en Asie, on a des programmes qui permettent de traiter les enfants et de diminuer la myopie, de freiner la myopie, si on veut. Et ça, plus on les prend tôt, moins l'enfant sera myope. Il faut déjà qu'il ait une hygiène de vie. Donc, au lieu d'acheter le petit smartphone, il faut qu'ils aient une tablette. Comme ça, ils peuvent être plus loin. On ne peut pas les empêcher de jouer. Mais... Et ensuite, il faut qu'ils aillent dehors. Il faut qu'ils aillent courir et qu'ils aillent jouer comme autrefois dehors au football. C'est Un sport. C'est un sport. Et puis, il faut qu'il soit vu assez rapidement avant l'âge
scolaire, avant l'âge scolaire, déjà quand ils ont 2 ans, on peut déjà regarder s'ils sont myopes. À ce moment-là, on a des traitements qu'on peut leur donner et qui freinent la myopie. Et ça, je pense que c'est très très important. Monsieur Pérez, monsieur le directeur, vous pouvez nous expliquer avec vos mots ce qui fait la clinique de l'œil aujourd'hui? Alors, la clinique de l'œil, il ne faut pas oublier, c'est une entreprise qui est ouverte de 8h du matin jusqu'à 7h le soir, non-stop. On reçoit des patients avec ou sans rendez-vous aussi. On est aussi ouvert le samedi entre 9h et 17h. Ça, c'est au niveau des horaires. Au niveau des médecins, on a une équipe de spécialistes. Il ne faut pas oublier que déjà, l'ophtalmologie, c'est une spécialité dans la médecine. Mais à l'intérieur, on a encore des hyper spécialistes, si on peut appeler comme ça, dans différents domaines de l'ophtalmologie. On a donc des spécialistes, par exemple, pour les uvéites, pour quand il y a des maladies dans l'œil, des spécialistes pour la cataracte, pour la vitrectomie, enfin, pour différentes maladies, on a des spécialistes qui s'occupent de ça. En plus de ça, on a suffisamment d'appareils. D'ailleurs, votre collègue, on a filmé quelques-uns. Hein. Donc, vous verrez sûrement dans le reportage que vous allez produire. On a aussi toute une panoplie d'examens qu'on peut faire à l'intérieur. Et normalement, la plupart de tous ces examens sont pris en charge par l'assurance. Quand ce n'est pas pris par l'assurance, on informe le patient. Vu qu'on ne fait que de l'ambulatoire, comme l'a dit déjà avant le docteur Beauvais, on n'a pas de lit, les gens, ils se font opérer, ils rentrent à la maison, ils peuvent rester tranquillement chez eux. Voilà. Au niveau du bloc opératoire, donc, on suit toutes les règles strictes d'hygiène, et puis on opère, comme je vous ai dit avant, du lundi au vendredi, sans aucun problème. Au niveau des campagnes de dépistage, parce qu'on fait pas mal de campagnes de dépistage, il y a le glaucome, pratiquement toutes les années, la DMLA, donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et maintenant à l'automne, c'est en principe les troubles de vision chez les enfants, où on va pour certains enfants, on leur fait certains tests, et après, ils sont suivis. Mais on a aussi fait d'autres dépistages de temps en temps sur des choses bien spécifiques. Je vous ai parlé, donc on est reconnu au niveau de l'ISFM, donc l'Institut suisse qui forme les médecins, comme formateur d'ophtalmologues et d'ophtalmochirurgiens. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui est très important pour la clinique, mais aussi pour les patients. Donc ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Docteur Beauvais, moi je suis intéressé à savoir certaines choses sur les nouvelles technologies. Parce que nous, on a les nouvelles technologies, le monde de la médecine, il est toujours en évolution, et puis il y a toujours des nouvelles technologies. L'implante hydrophobe et hydrophile, EDOF, multifocal Torix. Pour nous, c'est de l'arabe. Chinois. Effectivement, en effet, en réalité, de quoi on parle ces nouvelles technologies? Alors vous êtes bien renseigné, effectivement, vous êtes à la pointe. Effectivement, il y a plusieurs types d'implants, comme il y a plusieurs... À l'époque, si on prend les lunettes, on avait une paire de lunettes pour lire. Ensuite, on a eu une paire de lunettes pour voir de loin et pour voir de près. Puis ensuite, on a eu un mélange dans la même lunette pour voir de loin et de près. Ça s'appelle des progressives. Alors, comme l'implant il est tout petit, il est 12 mm, on a fait aussi des progrès dans ce système-là et puis aussi dans les matériaux. Alors, il y a des matériaux qui sont toujours des plastiques en fait, c'est des familles de plastiques qu'on appelle des acryliques, et puis ils ont plus ou moins d'eau, raison pourquoi on dit des hydrophobes et des hydrophiles. En fait, c'est des matériaux qui sont assez proches d'eux-mêmes. Et puis, vous avez parlé maintenant d'implants qui sont multifocaux
ou bien qui sont EDOF. Alors c'est du chinois, comme vous dites. Multifocaux, ça veut dire qu'en fait, on a une, deux ou trois distances où l'on voit net. Ça s'appelle un multifocal, comme des bifocaux avec les lunettes. Et puis les EDOF, c'est un petit peu plus subtil. Ça, c'est le NEC plus ultra. Ça s'appelle Extended Depth of Focus. Donc, on voit net d'ici à plus loin. Et on implante des implants qui sont extrêmement subtils ici, qui s'appellent des Lucidis, qui sont faits en Suisse, en fait, à Neuchâtel, de là où je viens. Ok. Voilà. De Fleurier. Voilà. Et ces implants ont un système à l'intérieur de leur implant. Vous irez voir sous Wikipédia des axicones. C'est un système qui permet de voir à une mi-distance, à cette distance-là, jusqu'à de loin, sans avoir trop de problèmes avec ces implants. Et ça, on les met de plus en plus souvent, et c'est vraiment une très très grande avancée. Je me ferai le plaisir d'approfondir cette question que vous venez de dire, parce que je pense que c'est très intéressant d'approfondir et informer sur ce que vous venez de dire. Monsieur Pérez, vous avez effleuré avant. Oui. Qu'est-ce que c'est le groupe ENO? Alors déjà, l'abréviation ENO, c'est Ophthalmologic Network Organization. C'est le NOO. Alors, en fait, c'est toutes les autres cliniques de l'œil qui sont en dehors de Genève. On a un centre chirurgical de l'œil à Lausanne, un centre de l'œil à Sion, on a la même chose à Zurich, et dans tous ces endroits, ils ont aussi des satellites. Un peu moins que Genève, mais ils ont aussi des satellites. Et donc le groupe ENO regroupe, disons, toutes ces cliniques de l'œil qui ont été amorcées au départ par le Dr Brevet. Voilà. Donc, ce qui permet aussi de se réunir, d'échanger des informations au niveau du management, par exemple, ou de la tarification, ou de l'accueil des patients. Donc, chacun apporte, disons, ce qu'il a de mieux chez lui et le donne aux autres. Voilà. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus facile après pour pouvoir aller ou faire certaines choses quand on a déjà d'autres qui ont ouvert la voie. Pour ne pas vous cacher, c'est vrai que peut-être qu'on est un petit peu pionnier dans beaucoup de domaines et on transmet notre savoir-faire aux autres, quoi. Voilà, mais en fait, c'est le groupe ENO. Tout le monde fait avancer. On a aussi appris des choses des autres, il ne faut pas croire qu'on est les seuls. On essaye justement de divulguer tout le savoir-faire, toutes les connaissances à travers du groupe. Et ça permet d'avoir des mêmes programmes informatiques, de standardiser certaines choses. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a le groupe ENO. Et en plus, il y a encore un autre groupe ENO, mais en France, de l'autre côté de la frontière. Beaucoup plus petit, mais qui existe aussi. Il va grandir, comme les cliniques de l'œil. Docteur Brevet, on a parlé des nouvelles technologies, mais maintenant je voudrais vous poser une question sur les nouvelles techniques. Parce que femtolasique, presbylasique, etc., je ne veux pas. Déjà, si vous pouvez nous expliquer que c'est les termes de ces deux mots, et une chose très importante, ils sont prises en charge par les caisses maladies ou bien. Ou bien. Ça, c'est une question pour la poche des gens qui ont ce problème. Alors, femto, d'abord, quand on parle de femto, c'est un type de laser qu'on utilise pour la chirurgie réfractive. Je vais revenir derrière, mais on n'en a pas parlé aussi pour la cataracte. Maintenant, il y a des cataractes qu'on fait avec le laser. C'est les derniers. Donc, un EDOF, le femto cataracte, c'est le NEC plus ultra pour la cataracte. Maintenant, plus le torique, pardon, on n'a pas parlé du torique, mais donc, je répète, femto
cataracte, donc ça veut dire avec un head-off torique, vous avez le package que vous ne pouvez pas mieux avoir. D'accord? Ça, c'est pour la cataracte. Maintenant, il y a une autre chirurgie qu'on fait, c'est la chirurgie réfractive pour corriger les amétropies, donc la myopie, l'amétropie, enfin l'hypermétropie et l'astigmatisme. Et tout ça, on peut le corriger avec le laser. Et ces lasers, ça fait maintenant bien 15 ans qu'on les a, à peu près, un peu plus. Ça permet de ne plus porter de lunettes. Et quand vous dites presbylasique, ça veut dire qu'on vous corrige quand vous avez un petit peu plus que 40 ans. On peut vous corriger vos lunettes de presbyte, donc vos lunettes qui font voir de près, hein, quand vous avez le bras qui devient trop long, là, vous n'arrivez plus, et ben ça vous permet de pouvoir lire sans lunettes. Eh bien, très intéressant ça aussi. Et ils sont plus pour les surprises en charge et pour les personnes maladies. Comme vous avez pu le voir, on paye de plus en plus de cotisations, mais on est de moins en moins remboursé. Aller chercher l'erreur, mais les caisses sont de plus en plus riches. Allez chercher l'erreur. Alors, les technologies de chirurgie réfractive ne sont pas prises en charge. Il y a quelques caisses qui font pour les jeunes, qui prennent en charge ces chirurgies, mais c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Ok. Monsieur Pérez, vous prévoyez quel avenir pour la clinique de l'OSA? Mois de décembre, vous terminez votre mission ici et vous allez aller à la retraite. Tout à fait. Alors, sûrement bien mérité. Mais pour la clinique, oui, vous me manquez moi, ça c'est sûr. Mais pour la clinique, vous prévoyez quoi? Alors écoutez, la clinique, on a déjà pris le virage de la digitalisation. Et c'est un virage qui est très important. Je dirais, et il n'y a pas que la clinique, c'est pour beaucoup d'entreprises. Ce virage, en fait, il a été impulsé par le coronavirus, où on a dû faire du télétravail, des choses où avant on faisait très très peu ou modérément, tout d'un coup c'est devenu une obligation, par exemple. Mais il y a des tas d'autres choses. Par exemple, on a un plan d'action pour le coronavirus, dans lequel on a dû repenser certaines étapes de prise en charge de nos patients. Auparavant, un patient, quand il venait et qu'il fallait lui mettre des gouttes pour dilater les yeux, ils arrivaient, ils attendaient une demi-heure en salle d'attente, et après ils étaient opérés ou on faisait l'examen. Avec le Covid, c'est plus possible, puisqu'on va avoir le moins de personnes en salle d'attente. On a dû même enlever des chaises et tout. Donc du coup, on a dit, il faut que maintenant le patient, il ait les gouttes chez lui. Et il attend chez lui une demi-heure, et après il vient chez nous. Donc tout ça a fait que même au niveau des soins, il y a des choses qui ont changé. De la même manière qu'avant, on offrait un petit café et un reconfort après une opération, maintenant, on ne les met pas tout de suite dehors, mais avec le Covid, on est obligé de ne pas garder énormément de personnes. Donc on est obligé d'être plus strict à ce niveau-là. Donc ça, c'est par exemple pour la prise en charge des patients. Mais au niveau informatique, par exemple, vous avez parlé avant de smartphone et puis de tout ça. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un rendez-vous chez nous via le téléphone, sans aucun problème. Vous choisissez le médecin, vous choisissez l'endroit où vous voulez aller faire votre examen, et tout ça c'est confirmé 24 heures à l'avance. Vous recevez un SMS qui vous dit, voilà, monsieur Vaccaro, on vous attend demain à telle heure. Voilà, par le docteur Grasso, par exemple. Par exemple. Oh, Aurélia. Oh, Aurélia. C'est égal. Il y a beaucoup d'Italiens, donc, puis, aussi bien du nord, du sud, du centre, même de Sicile. Donc, donc on a une panoplie qui représente toute l'Italie. Sur 50, je crois que vous avez 5, 6... Tout à fait. Donc c'est plus de 10% de la population grenobloise.
Merci, M. Pérez. Docteur Beauvais, pour conclure, ça c'est une question, une belle question que dans ces, disons, 8 ans, je crois, 8-9 ans de collaboration avec la SAIC, moi j'ai eu l'opportunité de bien regarder cette évolution. Mais la question c'est, vous pensez qu'il a eu quel impact de l'expérience de l'ophtalmologie de la clinique de l'œil sur le domaine de la vue dans le canton de Genève et en Suisse, surtout dans le canton de Genève? Je pense qu'on peut être assez content de ce qu'on a fait. Au départ, on était des révolutionnaires à peu près dans toute l'Europe, puisqu'on allait voir tous les gouvernements pour leur expliquer comment marchait l'ambulatoire. Et maintenant, vous voyez que au sommet, ils en parlent tous les jours, etc. Ils veulent faire plus d'ambulatoires, ils pensent que c'est mieux. Et nous, on le pensait il y a 30 ans. Donc, on a donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Et je pense que c'est déjà quelque chose de pas mal d'avoir réussi à faire ça. Comme dit la publicité, toujours copié, jamais égalé. Donc, vous êtes en train de dire que moi je le pense ça, que la clinique de l'œil a été déterminante dans Oui. dans l'ambulatoire et même faire, bon, disons que ça comporte aussi une évolution de la médecine des yeux. Oui. Ça vous a permis de vous faire mieux connaître et faire connaître mieux ensemble. C'est-à-dire qu'on peut faire mieux avec moins de temps. Tout à fait. Et Oui. ça, c'est quelque chose de bien, d'après moi, que vous avez fait à la clinique. Alors, surtout, ce qui est très important, c'est vis-à-vis du patient, en fait. Le fait de rentrer chez soi permet une amélioration du traitement et surtout que l'œil se répare mieux et plus vite. Donc, quand vous sortez d'une opération de la cataracte actuellement, vous pouvez aller faire vos courses, vous pouvez marcher, vous pouvez avoir une vie tout à fait naturelle. Et pour les personnes âgées, entre guillemets, eh ben, elles reprennent tout de suite leur vie. Et ça, c'est une qualité de la vie qui est absolument formidable. Et ça, avant, on ne l'avait pas. Il faut vous rappeler qu'au tout début, on restait 7 jours à l'hôpital, 1 mois où on ne voyait pas bien, et puis 3 mois après, on faisait une paire de lunettes. Donc c'est une énorme évolution. Et puis maintenant, tout le monde fait ça, en fait. Il y a plus de... Donc moi, je vous propose d'approfondir tout ça, même avec les articles qu'on va mettre dans le journal, dans la notice de Ginevra, comme ça on peut mieux informer Tout à fait. nos associés, les gens qui voient tout ça. Merci, M. Pérez, et bonne retraite. Merci, Dr. Beauvais. C'était vraiment un plaisir de rencontrer ces deux personnes qui sont quand même fait quelque chose à Genève d'important. Ce qu'il a voulu faire, moi, qu'est-ce que je voulais qu'on sache, qu'on montre que la clinique de l'œil, entre l'évolution médicale et l'évolution gestionnaire, ça peut faire quelque chose de bien pour aussi les gens, les normales personnes qui en est. Merci, j'espère de vous voir la prochaine fois avec une autre interview, avec des autres hôtes de la SAIC. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.